Ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Voici les titres de votre journal. Drapeau en berne, témoignage poignant. L'Amérique pleure John McCain. Le sénateur républicain de l'Arizona est mort samedi de suite d'un cancer du cerveau. Un nouveau chapitre s'ouvre pour les élections en RDC. Les 6 candidats pour la présidentielle recalés par la CENI ont décidé de saisir la Cour constitutionnelle. Uhuru Kenyatta est en visite aux États-Unis. Sécurité et investissement sont au menu de ses échanges avec son homologue américain. On le disait en titre, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre ce lundi pour l'élection présidentielle du 23 décembre en République démocratique du Congo. Les 6 candidats recalés vendredi par la commission électorale, parmi lesquels Jean-Pierre Bemba et 3 ex-premiers ministres se tournent vers la Cour constitutionnelle qu'ils doivent saisir dans les 48 heures. La Cour aura 10 jours pour se prononcer. La publication de la liste définitive des candidats est prévue le 19 septembre. Reportage à Kinshasa, Patrick Kabega. C'est une étape franchie par la Commission électorale nationale indépendante, la publication de la liste provisoire des candidats à la présidentielle et aux législatives nationales. Une attention particulière est réservée à l'invalidation des candidatures des leaders de l'opposition, dont Jean-Pierre Bemba. Pour déclarer son dossier irrécevable, la CENI a évoqué la condamnation de Jean-Pierre Bemba par la CPI dans l'affaire de subornation des témoins. En revanche, les MLC sont partis, a promis de saisir la Cour constitutionnelle, chose faite ce lundi. Une autre personnalité politique dont le dossier a été écarté, celle d'Adolphe Mouzito, ancien Premier ministre de la RDC. La seule candidature d'une femme a été déclarée irrécevable également pour défaut de nationalité congolaise d'origine. Les mêmes motifs a éliminé Sami Badibanga et notre ancien Premier ministre. Tous les candidats ont promis de saisir la Cour dans les délais. Après l'arrêt de la Cour, la CENI devra publier la liste définitive des candidats le 19 septembre pour l'élection présidentielle prévue le 23 décembre. Patrick Abega pour VOA Afrique. Au Cameroun, l'Église catholique prend position dans la perspective de la présidentielle d'octobre prochain. Dans une lettre épiscopale, elle propose aux Camerounais de voter pour les candidats capables de faire face à la crise sociopolitique que traverse le pays, qui soit à même de promouvoir l'unité du Cameroun et son indépendance véritable. À cet effet, Monseigneur Samuel Cléda, qui signe la lettre, en sa qualité de président de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, exhorte les Camerounais à s'intéresser aux programmes politiques qui apportent des solutions réelles aux problèmes que connaît le pays. Le chanteur et député ougandais Bobi Wine a été libéré ce lundi sous caution par un tribunal du nord du pays. Une libération qui intervient après 2 semaines de détention. Bobi Wine avait été inculpé de trahison. Sa détention, on s'en souvient, avait déclenché des manifestations qui ont été violemment réprimées à coups de gaz lacrymogène et tirs à balles réelles, notamment dans la capitale Kampala. Plusieurs autres personnes accusées de trahison, dont 2 députés d'opposition, ont également été remis en liberté par le juge Mubiro. Theresa May est attendue en Afrique. La première ministre britannique entame demain mardi par l'Afrique du Sud sa première tournée sur le continent. Celle-ci devrait également la conduire au Nigeria et au Kenya pour des discussions consacrées à la sécurité et au commerce, notamment dans la perspective du Brexit. C'est la première fois depuis 2013 qu'un Premier ministre britannique effectue une visite en Afrique subsaharienne et la première aussi au Kenya depuis Margaret Thatcher en 1998. À propos du Kenya, justement, son président Uhuru Kenyatta est aux États-Unis. Au menu de sa visite à Washington, une rencontre avec le président américain Donald Trump. Les 2 leaders ont prévu parler de commerce et de sécurité régionale. Le Kenya est le 3e plus grand bénéficiaire de l'aide américaine dans le domaine de la sécurité en Afrique subsaharienne. Les 2 pays sont impliqués en Somalie où le groupe extrémiste Al-Shabaab, lié à Al-Qaïda, sévit. Lors de sa visite à Washington, le président kenyan a également prévu des rencontres avec des chefs d'entreprise américains
afin de promouvoir les opportunités d'investissement qu'offre son pays. Je vous propose cet extrait d'une interview réalisée avec Esther Guitui-Ewat de la VOA. Nous voulons voir comment améliorer nos relations commerciales, comment encourager un plus grand nombre d'investisseurs américains à venir au Kenya pour profiter des réformes mises en place, particulièrement au cours des 4 dernières années. Nous apprécions spécialement le soutien que nous recevons des États-Unis en termes de renforcement des capacités et de formation et l'implication de leurs agences comme le FBI et d'autres avec lesquelles nous sommes en étroite collaboration. Après tout, nous appartenons à une même nation, un même pays, le Kenya. Nous sommes un seul peuple et il n'est dans l'intérêt de personne de permettre à des différences politiques de provoquer la désintégration de notre pays. Vous avez rencontré le président Abe. Qu'attend-il d'un leader régional tel que vous? Il a une vision pour son pays et il a une vision pour notre région également. Et j'entends collaborer étroitement avec lui pour que cela se réalise. Les hommages se sont multipliés ce lundi ici aux États-Unis et les drapeaux étaient en berne dans la capitale américaine dimanche au lendemain de la mort du sénateur républicain John McCain. Pilote pendant la guerre du Vietnam et candidat à 2 reprises à la Maison-Blanche, John McCain est aujourd'hui célébré quasi universellement. Irénée Herman-Humbo. Des hommages fusent de partout pour saluer la mémoire du sénateur John McCain. Le monde entier reconnaît à l'unanimité la modestie, le franc-parler et le courage de ce héros américain. J'ai eu la chance de passer 60 ans à servir cette belle nation. Et j'ai été récompensé plus de 1000 fois avec des aventures, de la bonne compagnie et de la satisfaction de servir à quelque chose de plus important que moi. Le corbillard transportant la dépouille du sénateur McCain a quitté son domicile samedi soir. Les hommages à l'ancien combattant ont été nombreux. Le président Obama, qui a battu le candidat McCain à la présidentielle de 2008, écrit « Nous avons perçu nos batailles politiques comme un privilège, quelque chose de noble ». Le président George Bush, rival de John McCain aux primaires républicains en 2000, renchérit. Il y a des vies qui sont si impressionnantes qu'il est difficile d'imaginer la fin. Même son de cloche du côté du sénateur de l'Arizona Jeff Flake et ami personnel du défunt. C'est dur. Il va me manquer. Même le régisseur de la prison où McCain a été détenu et torturé quand il était prisonnier de guerre a rendu hommage à cet héros de la guerre de Vietnam. Je voudrais envoyer mes condoléances à sa famille. Il a grandement contribué au développement des relations entre les États-Unis et le Vietnam. John McCain a passé sa vie à servir son pays. Né en 1936 dans une famille de militaires, il est diplômé de l'Académie navale d'Annapolis. Pilote de guerre, il s'est envolé pour 23 missions. En 1967, il a été capturé, battu et torturé au Vietnam. Quand ses ravisseurs ont appris que son père était un amiral, ils ont voulu le libérer, mais McCain a refusé, indiquant qu'il n'abandonnait pas d'autres Américains qui étaient également détenus. Il fut libéré plus tard en 1973. De retour aux États-Unis, il entame sa carrière politique en 1982. Et pour évoquer la mémoire de John McCain, avec nous au téléphone René Lec, analyste politique et fondateur des sites CNePlus.com et AbidjanPlus.com. René Lec, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, John. Je voudrais signaler de prime abord que vous êtes démocrate et John McCain était républicain. Au-delà du fait qu'il était sénateur et ancien prisonnier de guerre, que représentait-il dans le paysage politique américain? Écoutez, John McCain, c'est une sorte de politicien, d'homme politique qui se raréfie aux États-Unis, se raréfie ici à Washington, D.C., parce que justement, c'était quelqu'un qui était respecté à gauche comme à droite. Fortement respecté chez les républicains, fortement respecté chez les démocrates, parce qu'il avait cette capacité à se démarquer des lignes de parti. Il avait beau être un républicain, mais il lui est arrivé de multitudes de fois de ne pas prendre position sur des questions politiques parfois même importantes à partir uniquement de la ligne du Parti républicain, mais de voter ou de prendre position en fonction de sa conscience. On en parlera tout à l'heure. Libre et indépendant, je dirais. On en parlera tout à l'heure. Selon le Washington Post, Donald Trump a refusé la publication d'un communiqué par la Maison-Blanche rendant hommage au sénateur John McCain.
Et John McCain lui-même aurait indiqué ne pas vouloir voir le président américain à ses obsèques, lui préférant plutôt Barack Obama et George Bush. Comment expliquer une telle inimitié? Écoutez, il y avait un mépris assumé, je peux dire, si vous permettez l'expression, de John McCain vis-à-vis de Trump. Et il y avait d'abord une dimension des contradictions politiques importantes, mais il y a surtout que, vous vous souvenez que Donald Trump avait fait des déclarations qui avaient surpris un peu tout le monde pendant la campagne électorale en disant que John McCain n'était pas un héros et qu'il ne le considérait pas comme un héros parce qu'il avait été un prisonnier politique, il avait été capturé. Et Donald Trump de dire « je n'aime pas les gens qui ont été capturés ». Donc c'était une manière très négative, très discourtoise et surtout très choquante, pour ainsi dire, que ce soit à droite comme à gauche, de s'attaquer à John McCain. Donc leur inimitié date depuis un bon moment, mais ce moment-là est le moment clé où franchement la rupture a été totale entre les deux hommes. Au niveau du Sénat, et vous l'évoquiez tout à l'heure, John McCain était quelqu'un difficile à cerner tant il pouvait voter avec les républicains comme avec les démocrates. Qu'est-ce que sa mort va changer au niveau du Congrès? Écoutez, donc, moi je pense que premièrement, comme vous le suggérez, il y a déjà très peu de républicains ou très peu de démocrates qui sont capables de développer des consensus avec les deux plus grands partis, les deux partis en présence au Congrès américain. Mais également, je peux dire, comme je suis sur votre antenne, dire que la presse aussi, il va beaucoup manquer à la presse parce que justement, parce qu'il était très indépendant, c'était l'un des politiciens préférés de la presse américaine, de la presse de gauche comme de droite ou de la presse tout simplement professionnelle, parce qu'avec lui, on ne savait jamais exactement ce qu'il allait dire. Comme ce n'était pas le politicien qui systématiquement venait défendre la ligne du parti, on ne pouvait jamais savoir exactement quelle serait sa position sur tel ou tel sujet. Et pour des hommes de presse, c'était quelque chose de fort intéressant, bien entendu pour les auditeurs, les téléspectateurs et les lecteurs. Cela a été très, très apprécié. Donc il va énormément manquer à l'Amérique parce que c'est une pensée fraîche, une pensée indépendante qui s'est éteinte. Alors, comment expliquez-vous son choix de Barack Obama et de George Bush à ses obsèques? Oui, en fait, il avait beaucoup de respect pour Barack Obama. Vous vous souvenez que pendant la campagne électorale, dans un meeting, il y a une de ses supportrices qui avait commencé à dire « oui, Obama n'est pas quelqu'un de chez nous, etc. » Et il lui avait littéralement retiré le micro en disant « non, non, c'est un homme très décent, c'est un père de famille, un excellent père de famille, c'est un grand patriote américain avec lequel j'ai tout simplement des contradictions politiques. » Donc c'est pour dire qu'il respectait profondément Obama. René Lec, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Une nouvelle qui va peut-être relancer une fois de plus le débat sur les armes ici aux États-Unis. 2 personnes ont été tuées et 11 blessées hier à Jacksonville, dans l'État de Floride, lorsqu'un homme a ouvert le feu lors d'un tournoi de jeux vidéo basé sur les matchs de la NFL, la Ligue nationale de football américain. Le suspect s'est ensuite suicidé. Il s'agissait de David Katz, âgé de 24 ans. L'homme était originaire de Baltimore, la plus grande ville du Maryland. La NFL a déclaré dans un communiqué qu'elle était choquée et profondément attristée par l'horrible tragédie. Et puis, on reparle de la visite du pape François en Irlande. Le souverain pontife a été mis en cause par un ex-ambassadeur du Vatican à Washington, l'archevêque Carlo Maria Vigano, qui l'accuse dans une lettre ouverte d'avoir annulé des sanctions contre le cardinal américain Theodore McCarrick, en faisant fi des signalements de son comportement gravement immoral avec des séminaristes et des prêtres. Accusation que le pape a refusé de commenter. En revanche, le chef du Vatican a égrené dimanche, lors d'une messe géante à Dublin, une longue liste de victimes d'abus commis par des institutions religieuses en Irlande. Vous regardez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique en direct de Washington.
Washington sur VOA Afrique. Voici les titres de cette seconde partie. Oublier les conflits et retrouver un semblant d'autonomie. Ça se passe au Soudan du Sud où de nombreux jeunes se sont mis à l'école de la terre. Sommes-nous tous envahis par des espions? Eh bien, comme nous le verrons dans ce journal, le sujet suscite de plus en plus l'intérêt du public. Et puis en sport, la RDC fera face au Libéria sans Cédric Bakambu pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019. Au-delà du divertissement, enseigner l'Afrique aux Américains, notamment aux enfants, c'est la mission de Teaching Africa Day. Et nous en parlons dans ce segment Diaspora qui reçoit ce lundi sur ce plateau Denise Yehiel Seka. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venue. Vous êtes fondatrice de Yehiel Design. Tout à fait. Présentez-nous un peu cette entreprise. Yehiel Design est une entreprise de design et de transformation scénique. Nous nous basons sur la célébration de la culture en transformant les scènes privées comme publiques, domestiques comme commerciales. Alors, nous avons dans le passé travaillé avec Teaching Africa Day en partenariat. Nous amenons le marché africain aux enfants dans la diaspora pour leur donner l'opportunité de connaître l'Afrique dans son action, c'est-à-dire l'Afrique en mouvement dans le marché. Justement, vous êtes partenaire de l'édition 2018 de Teaching Africa Day. Déjà, cet événement, présentez-nous-le et puis quelles sont les améliorations ou les innovations qu'il y aura cette année? OK. Teaching Africa Day a commencé il y a 4 ans. C'est la 4e édition en 2018. Nous avons été partenaires dès le départ. Et cette année, ce que nous amenons à la diaspora américaine, surtout basée à Silver Spring, c'est l'Afrique de l'Est. Le thème, c'est l'Afrique de l'Est. Nous amenons l'Afrique de l'Est dans son histoire, en histoire d'enfants. Nous allons aussi parler des jeux, par exemple le marché. Tout à fait. Et nous avons des chants, des danses, vraiment des activités culturelles. Et peut-être des contes aussi. Des Alors contes, dites-nous, oui, tout à fait. Depuis que Teaching Africa Day a commencé, est-ce que vous avez le sentiment que l'Afrique de plus en plus est connue ou alors qu'il y a encore beaucoup de travail à faire? Il y a du travail à faire, le travail, ça ne finit pas. Mais nous sommes réconfortés par l'effort que nous avons mené depuis 4 ans et nous avons beaucoup d'espoir pour le futur. Ce que nous avons remarqué, c'est l'intérêt des institutions éducatives de la place. Nous avons beaucoup de systèmes scolaires qui se sont joints à nous depuis il y a 4 ans. En l'occurrence, le système scolaire de la contrée de Montgomery, qui est basé à Maryland. Tout à fait. Et c'est une grande institution scolaire qui est vraiment bien cotée dans l'État de Maryland. Nous avons leur partenariat. Et chaque année, ils représentent leur librairie. Et voilà. Merci Denise Yehiel Seka et bon vent pour la suite. Merci, nous attendons tous. Merci. Des enfants, on en parle, mais cette fois au Soudan du Sud, les jeunes retournent dans les fermes après le conflit qui a dévasté le pays depuis 2013. Pour retrouver un semblant d'autonomie, ils suivent une formation dans un centre où l'on enseigne de nouvelles technologies d'agriculture, des compétences qui devraient les aider à booster la production de leur culture vivrière. Blanche Sanou nous donne plus de précisions. Au centre de recherche agricole de Ambi, les étudiants sont formés à planter diverses cultures, notamment le maïs, le céleri et les concombres. Sur une parcelle de 7 hectares, ils acquièrent de nouvelles techniques en vue de gérer une entreprise agricole. C'est quelque chose d'extraordinaire car les connaissances que nous avons acquises ici, nous allons les mettre en pratique dans la communauté. Quand nous aurons obtenu nos diplômes, nous appliquerons ces techniques dans nos fermes, nous bêcherons et nous cultiverons nos récoltes. Plus tard, si nous vendons ces cultures, nous aurons de l'argent. C'est un travail indépendant.
Le centre de formation offre un cours de 3 mois avec l'appui des casques bleus coréens. Avec la saison des pluies en cours, les élèves ont pu constater que leur culture pousse dans d'excellentes conditions et ont même récolté certains produits. Maintenant, nous sommes des agriculteurs. Nous avons planté des cultures qui nous ont donné un bon rendement. Ce n'est pas comme avant, les casques bleus nous ont vraiment aidés ici au Soudan du Sud. Grâce à cette formation, nous allons pouvoir développer le pays. Chacun d'entre nous ira cultiver dans différents villages et comtés pour contribuer à la reconstruction du pays. Les élèves apprennent des technologies telles que l'irrigation qui leur permettent de stocker et d'utiliser l'eau de pluie pour cultiver des denrées alimentaires. Ils apprennent également à mettre en place des serres. Le conflit n'a apporté que la pauvreté, mais l'agriculture peut apporter le bien-être à la population. La situation actuelle est différente de la période des conflits. Vous pouvez voir que les communautés travaillent maintenant ensemble ici à Ambit. C'est un signe que travailler ensemble dans une communauté par le biais de l'agriculture peut éliminer les conflits et la faim en même temps. Selon les Nations Unies, la violence à l'origine ethnique a tué des dizaines de milliers de personnes et forcé près de 4 millions de personnes à fuir leur foyer. Cette année, près des 2 tiers de la population aura besoin d'aide alimentaire pour éviter la famine et la malnutrition. Avec ces initiatives agricoles, l'espoir est permis. Et on en vient au sport avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir. Et on commence par le foot en RDC et surtout d'une absence qui fait parler d'elle. Bonsoir John et bonsoir à vous, amis sportifs. Effectivement, ça fait beaucoup parler du côté de Kinshasa. D'abord annoncé pour samedi, la liste de la RD Congo pour la 2e journée des éliminatoires de la CAN 2019 a finalement été publiée ce lundi. Le sélectionneur Florent Ibenge a retenu 26 joueurs pour le déplacement des Léopards au Libéria le 7 septembre. Au lieu des présences, ce sont plutôt les absences qui retiennent l'attention, à l'image de celle de Cédric Bakambu qui enchaîne les buts pourtant. En Chine, 13 réalisations en 15 matchs de championnat, ou encore du meneur de jeu Gaël Kakuta et des défenseurs Marcel Tisserand et Chancel Mbemba, ces 2 derniers étant blessés. Pour le reste, Matampi, Yannick Bolassier, Issama Mpeko, Jonathan Bolingui et autres sont tous là, tout comme Firmin Moubele. En revanche, point de place pour les goléadors Jean-Marc Makoussou de V-Club et Ben Malango du TP Mazembe. Au Bénin, c'est peut-être la fin de la crise du football national. Mathurin de Chacus a été élu nouveau président de la Fédération béninoise de football pour un nouveau mandat de 4 ans, président des Dragons de l'Ouémé, un des clubs phares du pays et seul candidat en lice. Il a obtenu 55 voix pour, 18 contre, 1 nul et une seule abstention. De nombreux défis l'attendent et il en est conscient. Écoutons-le. Je voudrais placer mon mandat sous le signe d'un nouveau départ pour le football béninois et le rassemblement de la famille football. Après des années de crise, il est important de partir sur de nouvelles bases afin d'assurer à ce sport des lendemains meilleurs. Il s'agit des bases d'une gouvernance fédérale qui place l'intérêt général au-dessus de toute autre considération partisane. Je voudrais placer également mon mandat sous le signe de la transparence et de la crédibilité de cette institution à travers une gestion rigoureuse et résolument axée sur les résultats et l'obligation de rendre compte. Bonne chance donc au nouveau président. En Europe, Bastian Schweinsteiger fera ses adieux au Bayern Munich demain. L'ancien milieu de l'équipe d'Allemagne va célébrer son jubilé à l'Allianz Arena pour sa toute dernière apparition sous les couleurs du Bayern Munich, opposé pour l'occasion à son nouveau club américain de Chicago Fire. Âgé de 34 ans, l'ex-capitaine de la Mannschaft disputera une période pour le Bayern et une autre pour Chicago. Il avait quitté le club bavarois pour rejoindre Manchester United en 2015, après 17 ans et 20 titres avec le Bayern Munich, qu'il l'a rejoint à l'âge de 13 ans. Nous revenons sur le continent pour parler d'une autre discipline, l'athlétisme. Le Kenya va se doter d'un nouveau laboratoire antidopage en septembre. L'annonce a été faite par la Fédération kenyane d'athlétisme. Ce laboratoire analysera les échantillons sanguins concernant toutes les disciplines de l'athlétisme au Kenya, en Érythrée, en Éthiopie, en Tanzanie et en Ouganda. Jusqu'à présent, les échantillons sanguins des athlètes d'Afrique de l'Est devaient être envoyés en Afrique du Sud ou en Europe pour être analysés. Au total, 114 athlètes kenyans ont déjà été suspendus pour des infractions liées au dopage, dont 54 le sont actuellement. Voilà donc pour les sports. On se retrouve demain. Merci Yacouba Ouedraogo. À demain donc.
Le monde secret des espions suscite un grand intérêt pour les Washingtoniens ces jours-ci, notamment à cause des tensions provoquées au plus haut niveau du pouvoir par les allégations d'ingérence russe dans les élections américaines. Une situation qui n'est pas pour déplaire au nouveau directeur du Musée international de l'espionnage de Washington. Reportage Ardita Dunelali, récit Arzuma Compaoré. L'intérêt du public pour l'espionnage et le rôle qu'il a joué dans l'histoire s'est accru depuis l'ouverture du musée de l'espionnage en 2002. Malgré les intrigues politiques dont Washington est le théâtre, le nouveau directeur du musée préfère rester objectif. Nous ne nous focalisons pas sur les événements actuels. Notre objectif est d'informer le public d'un point de vue historique. Nous contextualisons les événements actuels à travers l'histoire. Avec 34 ans d'expérience en contre-espionnage dans l'armée américaine, le colonel Chris Costa est ce qu'on peut appeler un expert. La première fois que j'ai porté un déguisement, c'était une moustache. J'étais obligé, je n'entrerai pas dans les détails, mais j'ai dû manger une glace avec la dite moustache. J'étais pétrifié à l'idée de la perdre. Bien qu'il ait refermé ce dangereux épisode de sa vie, Costa prend son nouveau rôle très au sérieux. Représenter le travail d'agents qui travaillent dans l'ombre pour protéger leur pays. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Je dois être celui qui représente ces personnes qui ne peuvent pas parler de leur travail pour informer le public. Le musée prévoit emménager dans un nouveau bâtiment l'année prochaine avec des expositions à la pointe de la technologie. Le public pourra y voir plus de gadgets et entendre plus d'histoires pour satisfaire leur curiosité sur le monde secret et excitant de l'espionnage. Allons au pays de Galles, en Grande-Bretagne, où une pluie battante a rendu difficiles les conditions du championnat du monde de plongée en apnée. C'était hier dimanche. Évidemment, certains concurrents ont dû braver ces conditions sans combinaison de plongée. L'événement, qui était cette année à sa 33e édition, est devenu une tradition. Les championnats font partie des Jeux mondiaux alternatifs et se déroulent sous les montagnes de Llanwardy Wells, la plus petite ville de Grande-Bretagne, et ses 600 habitants. Et puis, cette compétition a été remportée chez les hommes par Neil Rutter, le tenant du titre, et chez les dames par Elinor McCormack. Et on regarde quelques images et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente soirée.